Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Je reviens tout juste du Japon, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 3 semaines et ça me fait super plaisir d'enfin vous retrouver. Je vais tâcher de vous faire des vidéos pour vous montrer tout ce que j'ai pu ramener niveau figurines, goodies, mangas, etc. parce que c'était assez fou. D'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram, ça me ferait très plaisir et j'ai y posté pas mal de photos du voyage. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un top des moments les plus fous que j'ai pu voir dans les animés, que ce soit des révélations, des combats épiques ou des instants qui sont tout simplement rentrés dans les mémoires. Ouais, je trouve qu'une vidéo de ce style de temps en temps, c'est bien pour nous rappeler à quel point les animés peuvent être incroyables. Cette vidéo contiendra beaucoup de spoil, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai des avertissements en temps voulu et voici même quelques timers pour ne pas vous faire spoil bêtement. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Raid Shadow Legends. Et je compte sur vous pour aller faire un raid sur ce jeu. Bref, oubliez tout ce que vous savez sur les jeux mobiles parce qu'un des RPG les plus ambitieux vient d'être lancé. Là, c'est pas le petit jeu de merde qui t'amuse 5 minutes sur ton téléphone. Je vous présente Raid Shadow Legends. Raid vous offre une expérience la plus immersive que vous pouvez trouver sur votre smartphone. On peut même comparer le jeu avec les plus grands jeux RPG console ou PC. Et la meilleure partie, c'est que c'est absolument gratuit. Le jeu a toutes les caractéristiques d'un nouveau jeu RPG, un scénario incroyable, des graphismes impressionnants surtout pour un jeu mobile, un gameplay stratégique, des batailles de boss géants et des centaines de champions à obtenir et à personnaliser. En 3 mois seulement, il y a déjà 10 millions de joueurs dans le monde entier qui ont téléchargé le jeu. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le jeu est très bien noté avec presque 5 étoiles sur le Play Store, ça vous montre quand même que la qualité est proposée. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un grand nombre de factions qui contiennent chacune un grand nombre de champions. Pour ma part, j'adore la reine Eva parce que dans les jeux vidéo, j'ai toujours aimé les personnages féminins et les démons, donc elle semblait toute faite pour moi. Que vous aimiez le PVP, farmer, faire des invocations, chaque type de joueur s'y retrouvera. Et en plus, pour les nouveaux joueurs, il y a un programme qui vous permet d'obtenir des récompenses quotidiennes pendant les 90 premiers jours. Vous pouvez tout simplement me retrouver sous le pseudonyme Denoz. Téléchargez le jeu dès maintenant par les liens qui sont dans la description pour obtenir 50 000 d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour commencer votre aventure. On commence avec un bon gros combat. Les Kizumonogatari sont 3 films nous racontant le passé d'Araragi, le héros de l'anime Bakemonogatari et de toutes ses suites. Dans Kizumonogatari, on va apprendre comment un lycéen banal a vu sa vie basculer en un instant. En effet, Araragi menait une vie tout à fait normale jusqu'au jour où il tombe nez à nez avec une femme mourante dans le métro. Chacun de ses membres était rompu, mais elle était toujours en vie et suppliait pour que Araragi l'aide. En réalité, cette femme n'est autre que Quixote, un vampire légendaire et extrêmement puissant. Cette dernière fut malheureusement pour elle la victime de chasseurs de vampires. Araragi finit par l'aider en lui donnant son sang et en lui donnant sa vie. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à son réveil, non seulement il avait survécu, mais en plus il était devenu l'un des disciples du vampire. Il était désormais mi-humain, mi-vampire. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est tout simplement parce que Araragi est désormais immortel, tout comme Quixote. Chacune des blessures qu'il subissait guérissait à une vitesse folle et sans laisser aucune séquelle, et c'est cette immortalité qui va rendre le combat hors du commun. Je vous passe les détails sur le pourquoi du comment, mais les personnages vont finir par s'affronter. Et là se déroule l'un de mes combats préférés, tout animé confondu. Les plans où les membres se déchirent et volent s'enchaînent, la mise en scène rend le combat impressionnant avec un style qui devient brouillon dans les moments les plus fous. Les deux sont invincibles, ils se foutent sur la gueule comme jamais et on se demande bien comment tout ça va se terminer. Les décapitations se multiplient, Araragi perd même la moitié de son corps mais tient encore debout. Bref, c'est un combat de malade mental. Si vous voulez connaître le vainqueur, je vous invite à aller me mater ces 3 films qui sont excellents et qui sont un bon point de départ pour commencer les Monogatari Series, l'une de mes séries d'animés préférées comme je le répète souvent. Pour rappel, dans Kiseiju, on nous apprend qu'un jour de mystérieuses sphères abritant d'étranges parasites se répandent un petit peu partout sur Terre. Shinji, un jeune lycéen, est un hôte dont le cerveau a miraculeusement été épargné, car Migi, son parasite, a pris possession de son bras droit. Il va se développer un lien d'attachement particulier où les deux êtres vont apprendre chacun l'un de l'autre. Alors que le jeune homme se découvre désormais d'incroyables facultés physiques, il prend aussi conscience de la menace qui plane sur ses proches et sur l'humanité tout entière, car les parasites sont désormais les plus grands prédateurs de l'homme. Je n'ai vu que très récemment Kiseiju, car l'anime ne m'attirait pas trop à la base, et bien je dois dire que c'était une grave erreur d'avoir mis aussi longtemps à le regarder. J'avais peur que l'anime propose une fausse maturité en montrant beaucoup de violence sans réellement autre chose derrière. Et je me suis trompé. Je n'irai pas dire que l'anime est le plus intelligent que je n'ai jamais vu, mais certaines scènes m'ont vraiment beaucoup marqué, dont celle dont je vais vous parler, les retrouvailles de Shinichi et sa mère. Dans l'anime, les parents de Shinichi vont le laisser seul le temps d'un voyage. Malheureusement, ils vont se faire attaquer par un parasite, ce qui sera fatal à sa mère. Cependant, elle n'a pas totalement disparu de ce monde puisque le parasite qui l'a tué a pris
pris possession de son corps comme on pouvait s'y attendre. Le parasite ne tardera pas à retourner chez lui et Shinichi va devoir faire face à sa mère qui n'est plus vraiment elle-même. Il en avait conscience mais il refusait de voir la réalité en face et avait l'espoir que sa mère soit toujours là. Évidemment, ce qui devait arriver arriva et le parasite tua Shinichi d'un coup en plein cœur. Migi arriva à le sauver de justesse mais le jeune garçon ne sera plus jamais le même. Il vient de voir le corps de sa mère déformé par un parasite, sa propre mère le tua et pour finir, son corps a basculé un petit peu plus vers les parasites puisque son cœur est maintenant constitué de cellules de Migi. Cette scène marque une cassure dans l'anime, un point de non-retour pour Shinichi qui va désormais être très différent du garçon timide qu'il était auparavant. Bon, je vous fais la grâce de vous présenter SNK. Je pense que chacun d'entre vous connaît au moins le synopsis de cet animé incroyable. Tant de scènes sont mémorables, que ce soit pour la qualité de l'animation, pour l'OST se jouant en fond, ou tout simplement pour le poids scénaristique qu'elles peuvent porter. Pour une vidéo comme ça, je devais parler de Shingeki no Kyojin. Mais le choix de la scène fut difficile tant il y a de moments marquants. Pour en citer quelques-uns, il y a la destruction du mur Maria au début de l'animé, la poursuite de Levi par l'escouade de Kenny, le combat entre Levi et le titan bestial, le flashback où l'on voit Grisha Yeager tuer une grande partie des Race. Bref, la liste est encore longue. Mais pour cette vidéo, fallait bien faire un choix et le mien s'est porté sur un instant de la saison 2, le moment où Bertholdt et Reiner décident de jouer carte sur table et révèlent leur véritable identité. Le choc est total, que ce soit pour le spectateur ou pour les personnages. La révélation sonne même comme une mauvaise blague, mais pourtant c'est bien la réalité. Mais pas le temps de réfléchir, il faut agir. Mikasa tente une élimination éclair mais rate son coup. Il est trop tard, les deux titans sont révélés aux yeux de tous et ne comptent pas se laisser faire. Rien que de me revoir cette scène pour cette vidéo, ça me donne des frissons. Quand Reiner parle, j'ai le cœur qui s'accélère parce qu'on sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible après une telle révélation. Encore une fois, SNK nous a prouvé sa qualité scénaristique et de mise en scène. Katanagatari est dans mon top 3 animés favoris. C'est un coup de cœur, un animé que j'adore tout particulièrement. Direction artistique originale, épisode d'1 heure, personnages attachants et une aventure digne d'un conte japonais. À l'époque Edo, Chika, en plus d'avoir un nom super chiant à prononcer, est le 7ème dirigeant d'une école d'arts martiaux. Il vit paisiblement sur une île avec sa sœur Nanami. Paisiblement jusqu'au jour où Togame, une samouraï générale d'armée, lui ordonne de l'accompagner dans sa quête des 12 katanas du légendaire forgeron Shikizaki, qui garantirait toute victoire à son possesseur. 12 katanas pour 12 épisodes, c'est la quête qui attend les personnages. Un animé magnifique tout le long, mais je dois avouer que le dernier épisode surpasse tout le reste. À la manière de Shinji dans Kiseiju, Chika va littéralement devenir une autre personne d'un moment à l'autre. En effet, Togame, sa partenaire durant toute l'aventure, va se faire mortellement toucher et mourir dans ses bras. Tout en agonisant, elle va lui avouer qu'elle n'a jamais aimé leur relation et que tout était faux pour elle. Évidemment, ce sont des mensonges pour éviter que Chika ne la regrette et ne soit trop touchée par sa mort, mais le mal est fait. Le cœur en lambeaux, le démon est réveillé, Chika est bien décidé à se venger. Il va affronter chacun des katanas légendaires qu'il a amassés durant son périple. Et quand je dis affronter, c'est plutôt il va laminer chacun de ses adversaires tellement la rage en lui est folle. Il va tous les tuer et les enchaîner sans aucune pitié. Finalement, il arrive face à un ninja d'élite, l'assassin de Togame. S'ensuit un combat incroyable et intense dont il ne sortira pas indemne. Il arrive finalement au bout de son adversaire et finit par abattre violemment le shogun. Cette scène, ou en tout cas cet épisode, m'a réellement fait frissonner et apporte une fin grandiose à Katanagatari. Devilman Crybaby a beaucoup fait parler de lui et en même temps, avec un réal comme Masakashi Yuasa, c'est normal. Le style de l'anime est particulier et renvoie une certaine brutalité au spectateur en accord avec les propos de l'anime, mais c'est vrai que pour ceux qui sont habitués à voir des animés classiques, ça peut faire un petit peu bizarre. Pour rappel, dans Devilman Crybaby, on nous apprend que les démons dominaient la Terre il y a longtemps, et alors qu'on les pensait éteints, Ryo, le meilleur ami d'Akira, le héros de l'histoire, découvre qu'ils agissent dans l'ombre et se sont infiltrés dans la société humaine. Suite à plusieurs événements, Akira va finalement fusionner avec Emon, tout simplement le démon le plus puissant qui existe. Le Akira chétif et timide a désormais disparu, laissant place à Devilman, l'homme démon aux capacités surhumaines. L'anime est rempli de combats sanglants où l'on pourra voir les pires facettes de l'humanité et des démons. Cependant, ce qui m'a marqué à jamais dans Devilman Crybaby, c'est sa fin. Une fin brillante qui apporte une conclusion à la fois brutale et poétique. À la fin de l'anime, on découvre que Ryo, le meilleur ami d'Akira, n'est autre que Satan, l'ange banni par Dieu. Et c'est en fait lui qui est la cause de la venue des démons sur Terre. Suite à cette découverte, Akira et Ryo mènent un combat dans une terre en proie au chaos. Les villes brûlent, les gens meurent dans les rues, assassinés, démembrés ou dévorés par des démons. L'humanité touche à sa fin. Entre Akira et Ryo, c'est une épreuve de force, leur affrontement est extrêmement violent. Après leur combat, finalement on bascule sur un plan à l'air paisible où Akira et Ryo sont allongés et regardent le ciel comme deux amis. Ryo parle à Akira, mais ce dernier ne répond pas et on comprend vite que quelque chose ne va pas. La caméra dézoome et on ne peut que constater que Akira s'est fait couper en deux suite à une attaque de Ryo. Ryo va alors enfin ressentir une émotion, mais il est déjà trop tard. La terre a sombré, l'humanité
l'humanité a disparu, son meilleur ami est mort, et finalement Dieu décide d'en finir et de détruire complètement la surface de la Terre. Ouais, Devilman Crybaby c'est badant du début à la fin. Là on passe à un animé où chaque plan peut être considéré comme marquant. Faire pause dans Cowboy Bebop, c'est trouver un fond d'écran. Bebop est un animé somptueux et qui respire la nostalgie. On y suit Spike et Jet, deux chasseurs de primes qui parcourent le système solaire à la recherche de hors-la-loi dont la tête est mise à prix. Tous deux sans argent, ils sillonnent l'espace à bord du Bebop afin de remplir leur compte en banque ainsi que leur frigo. Je vous rassure, ils ne seront pas seuls bien longtemps, ils vont rencontrer Ain, un chien aux facultés intellectuelles poussées, la jolie fée Valentine et Ed, une jeune hacker. D'ailleurs, ça me chagrine un petit peu que pas mal de gens ne l'aient pas vu car moi-même j'ai regretté avoir mis aussi longtemps à regarder cet animé. Croyez-moi, pour ceux qui hésitent encore, Cowboy Bebop c'est une expérience à vivre, c'est bien plus qu'un simple animé. Comme pour SNK, le choix de la scène était vraiment compliqué. J'aurais pu vous parler par exemple de la fin qui est indescriptible, mais je préfère pas vous spoiler et vous garder le plaisir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mon choix s'est donc porté sur une scène de l'épisode 5, la balade des anges déchus. Faye s'est fait capturer et Spike s'en va pour la sauver. Il va alors être confronté à son pire ennemi et ancien coéquipier, Vicious. Mené par une OST grandiose, une fusillade éclate dans l'église où Spike se situe. Ce dernier ne s'en sort pas indemne mais est bien déterminé à combattre Vicious. Je pense que des images valent plus que des mots, mais cette scène est porteuse de beaucoup d'émotions et elle est un régal pour les yeux. La chorégraphie, la manière dont les mouvements s'enchaînent et se face à face droit dans les yeux, l'un avec une épée sur le cœur et l'autre avec un pistolet. Ce que j'adore aussi c'est cet aspect religieux, que ce soit dans le lieu, le cadre ou l'OST, qui rend la confrontation finalement presque divine. JoJo's Bizarre Adventure, c'est clairement la révélation que j'ai eue ces derniers mois. J'avais beaucoup d'a priori sur le style graphique, sur les personnages qui ne m'attiraient pas du tout et sur les nombreuses saisons qui à vrai dire donnent un petit peu le tournis. Mais voilà, chaque jour vous étiez beaucoup à me dire de dépasser ces préjugés et que JoJo était un animé de malade et qu'il fallait tout simplement rentrer dans le délire. Et je dois dire que c'est exactement ça. J'ai littéralement absorbé les 5 saisons de l'animé et je vais avoir du mal à attendre 2 ans pour la saison 6. Le problème que j'ai avec JoJo et pourquoi je n'en parle pas souvent, c'est que c'est un animé dur à conseiller. C'est un animé très dur à résumer, il faut voir chaque saison comme un animé indépendant. Vous pouvez très bien mater les saisons dans le désordre, ça posera que très peu de soucis. Bon, même si du coup il va vous manquer quelques liens entre les personnages, mais ça reste largement regardable. La scène que j'ai choisie est sortie récemment à l'heure où je fais cette vidéo, car en effet tout se passe dans la 5ème saison Golden Wind. Dans cette saison, on suit Giorno Giovanna qui a un rêve et un but, devenir un gangstar. Il va ainsi gravir les échelons de la mafia italienne pour au final se confronter au parrain, un homme que personne n'a jamais vu excepté son bras droit. Bon voilà, si vous êtes ici c'est que vous n'avez pas peur de vous faire spoil, donc j'imagine que ça vous le savez déjà. Le moment qui m'a donné des frissons dans cette saison légendaire qui est Golden Wind, c'est l'éveil du Requiem de Giorno. Du jamais vu dans le monde de JoJo, instant qui lui-même reçoit la flèche. Le résultat, un être divin qui se rapproche d'un dieu et qui est invincible. Giorno n'est même pas au courant de la totalité du pouvoir du Requiem puisque ce dernier a sa propre volonté. Il va d'ailleurs s'adresser directement au parrain, à Diabolo, un moment totalement fou où l'on comprend qu'on assiste à la naissance de bien plus qu'un simple stand. En plus de son pouvoir d'annulation qui le rend intouchable, lorsque vous êtes attaqué par le Requiem, vous êtes piégé dans une réalité alternative, une réalité où vous allez vivre votre mort encore et encore pour l'éternité. Torture inimaginable, un châtiment divin pour Diabolo qui n'a pas cessé de jouer et de manipuler le destin des autres à l'aide de son King Crimson. Pour moi, JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind, c'est du grand art. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Bravo à Timortel 1 qui gagne la box animée mise en jeu dans la dernière vidéo. Je t'ai déjà contacté sur Twitter, j'attends ta réponse. Et dans cette vidéo, nouveau concours, n'hésitez pas à commenter la vidéo avec votre pseudo Twitter pour peut-être gagner une figurine super mignonne de Miko Hatsune. Je remercie encore une fois Ninoma et Neokyo qui me permettent de faire tous ces concours. Si vous êtes fan de goodies d'animé, de figurines, etc., n'hésitez pas à aller voir leur site. Vous allez trouver votre bonheur. Enfin bref, sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.「